Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le débrief des deux premières épreuves. Pas vraiment des deux premières épreuves de ces championnats du monde 2024, parce qu'en fait, vous avez les épreuves pour les valides, mais également les épreuves paralympiques qui sont réunies du côté de Zurich, et notamment hier, il y avait le relais handball remporté par l'équipe de France. Il y a eu également deux contre-la-montre ce matin du côté de Zurich. Si vous voulez voir ces épreuves, même, c'est simple. Pas si simple que ça, il faut aller sur Eurovision Sport. Vous allez sur Eurovision Sport, il faut se créer un compte et vous pouvez accéder à ces compétitions. Grosso modo, Eurovision Sport, c'est toutes les compétitions des sports qui ne sont pas forcément diffusées à la télévision. C'est un peu comme sport en France, pour ceux qui connaissent. Ce matin, notamment, il y avait le contre-la-montre des championnats du monde en catégorie handicap visuel chez les dames. Bon, on va revenir sur ces deux chronos, hommes et dames, du côté de ces championnats du monde. Et on va voir que c'était pas un parcours facile autour de Zurich et qu'il y a eu quelques surprises. Je précise également, demain il y aura la vidéo de la dernière étape du Tour du Luxembourg. Il y aura également le débrief des deux chronos junior demain et puis donc espoir mardi pour le dernier chrono chez les valides avant le chrono par équipe qui aura lieu mercredi. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Je pensais que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Sur YouTube, bon, short TikTok en ce moment, j'ai pas encore repris, mais ça va arriver. Ne vous inquiétez pas, ça reviendra. Et puis si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir au travail, vous pouvez faire un super thanks. Vous pouvez également ajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Et plus vous cliquez rapidement sur une miniature, sur une notification, plus la vidéo est mise en avant par YouTube. Oui, je parle des shorts et des TikTok, parce que j'avais dit que je les reprendrai au moment des championnats du monde, mais je me suis dit, c'est vrai que sur un chrono, j'ai pas forcément grand chose à dire. C'est peut-être plus intéressant que j'en fasse un, soit après les chronos par équipe, mais surtout au moment des épreuves en ligne. Bon, on commence tout de suite aujourd'hui avec le chrono chez les messieurs. Ils étaient donc 59 au départ, comme vous pouvez le voir. Parmi les derniers concurrents, vous voyez que certains ont quasiment mis 23 minutes de plus que le vainqueur. Alors, sachant que le vainqueur s'est imposé en 53 minutes 01. J'avais dit plus de 53 minutes. J'ai eu bon pour une seconde. Ah putain, j'ai pas été mauvais sur le chrono. Ça s'est joué à pas grand chose. Je me suis dit, quand j'ai vu Remco Evenepoel, quand j'ai vu le chrono arriver, je me suis dit, ah, il va faire moins de 53 lui. Et puis non, il a fait 53-01 ou 02, je sais plus le temps de Remco Evenepoel. Donc vous voyez que Christopher Simon, c'est quasiment une moitié de chrono en plus en termes de temps à l'arrivée. Donc vous voyez, bon, il y avait les concurrents des plus petites nations qui n'ont pas été montrés par France Télévisions, qui n'ont été montrés que par Eurosport, parce que France Télévisions diffusait le paratriathlon du côté de Vichy, pas en direct, et rediffusait l'épreuve d'hier du côté du relais en chrono, en handball, pardon, je vais y arriver. Donc on va remonter un petit peu ce classement, envoyer les petites nations. Je suis quand même toujours surpris de voir le niveau de la Chine aujourd'hui du côté du cyclisme, parce que c'est quand même un peu nulle part. Ça fait depuis des années que la Chine essaye de se mettre au cyclisme et ça ne marche toujours pas, ce qui est quand même assez surprenant. Bon, le Kazakhstan juste devant, c'est pas beaucoup mieux. Et surtout que le deuxième représentant kazakh, c'est le premier coureur dont on va parler, Fedorov, 30e. Aujourd'hui, Fedorov, 4 minutes 15 de plus. Bon, Fedorov, pas un grand spécialiste du chrono, c'est juste que au Kazakhstan, il n'y a plus personne. Hein. C'est vrai que si vous retirez Lutsenko, il y a Lutsenko, Fedorov. En dehors de ces deux coureurs-là, c'est le néant. C'est ça aussi qui fait qu'aujourd'hui Astana est à un niveau qui n'est pas exceptionnel. C'est qu'Astana, à une époque, avait un vivier grâce au Kazakhstan qui était énorme. Aujourd'hui, le vivier kazakh, il y a à peine un coureur qui arrive à rentrer dans le top 100 des meilleurs coureurs de l'année. Même Lutsenko, il est à peine dans ce top 100. Donc c'est ça qui est vraiment problématique aujourd'hui du côté du Kazakhstan, ce qui fait qu'Astana, on verra l'année prochaine, hein, s'ils arrivent à rester en World Tour. Je n'y crois pas des masses, parce qu'ils n'ont pas réussi à attirer un des ogres
Et leur seul moyen, c'est d'attirer un désordre. Je pense que ça va être compliqué de reprendre 4000 points, parce que je crois que c'est 4000 points de retard qu'ils ont par rapport à Arkea et par rapport à Cofidis. Donc Fedorov 30e, 29e, Bissegger. Compliqué Bissegger. Hein. Non, c'est très compliqué, Stéphane Bissegger. Depuis le Tour de France 2022 et ce fameux premier chrono où il tombe à de multiples reprises, il n'a pas réussi à être performant sur un chrono depuis ce moment-là. Or, c'est un coureur qui était très performant sur le chrono, c'était sa spécialité, Stéphane Bissegger, et aujourd'hui, c'est devenu extrêmement compliqué pour ce coureur-là. C'est-à-dire que aujourd'hui, Stéphane Bissegger, voilà, sa dernière victoire, ça remonte au championnat de Suisse l'année dernière. Championnat de Suisse qui avait été décalé avec la mort de Gino Meder. Donc c'était des championnats de Suisse un petit peu particuliers. Je crois qu'il n'y avait pas Stephen Kung. Voilà, c'était Yanis Voisard. Et voilà, ils étaient 13 au départ. Donc on va pas se mentir, c'était quand même pas la grosse opposition face à Stéphane Bissegger. Championnat d'Europe en 2022. Donc après sa double chute sur le Tour de France, et devant Stephen Kung sur un chrono qui était très court, très particulier. C'était pendant les Jeux européens, c'était au mois d'août. C'était là où on avait repéré Kevin Vauquelin. C'était un chrono qui était assez atypique. Oui, je voulais savoir pourquoi Kevin Vauquelin n'était pas au départ de ces championnats du monde. Mais, parce que j'étais assez surpris quand j'ai vu la liste de départ de voir Guernalec. Je m'attendais plutôt à voir Kevin Vauquelin que Thibaut Guernalec, mais là j'ai pas l'info. Est-ce qu'il s'était blessé? Mais j'ai pas l'impression. Mais du côté de Bissegger, c'est devenu. Enfin, il est nulle part aujourd'hui en termes de niveau. Là, c'est le dernier des bons coureurs. Enfin, c'est le dernier coureur des grosses nations, quoi, hein, en réalité, Stéphane Bissegger. Donc et au championnat d'Europe, c'est pareil, il est 26e, il est à peu près au même niveau. Enfin non, il est 12e, pardon, sur le chrono des championnats d'Europe. Si je regarde, voilà, Rani Guitour, il est 3e, mais aujourd'hui, sur le Tour de France, il est 12e à Gevrey-Chambertin. Ouais, il a du mal même à accrocher les top 10 hein, sur les gros chronos. Ça devient très compliqué, enfin, je trouve, Stéphane Bissegger. Pourtant, il a que 26 ans, oui. Donc ça reste un jeune coureur qui est en fin de contrat. Peut-être Tudor pourrait être intéressé par Stéphane Bissegger, surtout pour mettre au point le vélo BMC. Mais en gros, il y a peu d'équipes qui peuvent être intéressées par ce coureur-là. Parce qu'aujourd'hui, on ne le voit plus vraiment, Bissegger. C'est entre le Bissegger qu'on a connu 2020-2021, où c'est un coureur qui est très intéressant, jeune prometteur, où on se dit, tiens, c'est un coureur qui peut faire des bonnes choses, et le Gino Meder aujourd'hui, on se dit, ah, il y a quand même je trouve un écart de performance. On voit bien face au meilleur rouleur qu'il n'est pas dans l'allure, donc... Et sur les longs chronos, il a du mal, hein, en plus. Hein. C'est vrai que, autant il arrive à tenir la baraque, René Wittour, voilà, c'est 15 km. Mon prologue, c'était 2 km 9. Gevrey-Chambertin, c'était 25 bornes. Il a beaucoup de mal sur les chronos au-delà de 30 minutes d'effort. C'est là où ça devient un peu plus compliqué, au-delà de 35 minutes d'effort, même, j'irais plutôt que 30. Et aujourd'hui, on le voit, il fait 12e de gants. Ça reste un coureur qui, je trouve, est décevant. Voilà, même à Alès cette année, il ne gagne pas le chrono. Hein. Donc, je trouve que c'est un coureur qui est devenu décevant dans cet exercice-là. Bissegger, c'est plus un coureur intéressant dans ce domaine-là. On remonte, c'est Youk. Bon, je ne m'attendais pas à un gros miracle. Matthias Vachek, je m'attendais un petit peu mieux du côté de Matthias Vachek, parce que c'est vrai qu'on l'avait vu faire un bon chrono sur la Vuelta. Jeune coureur tchèque. Vachek, je m'attendais déjà à ce qu'il fasse les championnats d'Europe, il n'a pas fait les championnats d'Europe. Et là, c'est vrai que seulement 27e sur ce chrono des championnats du monde. Alors que, vous voyez, à Madrid, il fait 6e et 2e à Hueras. Peut-être qu'il n'a pas vraiment récupéré de sa Volta. C'est vrai que c'était son premier grand tour dans sa carrière. Donc peut-être que l'enchaînement a été compliqué à gérer par Matthias Vachek. Mais c'est vrai que je m'attendais... potentiellement à le voir au niveau de Bruno Armirail, pour tout vous dire. Et là, il est quand même loin de Bruno Armirail, parce que si vous regardez au niveau des temps,
Sheik, il est 27e à 3,45. Armirail, il est 11e. Ouais, il y a 1,40 d'écart entre les deux, ce qui est énorme du côté de Matthias Vachek. Donc je m'attendais à un petit peu mieux du côté du coureur tchèque. Comme Jean Almeida, 3,19. Hein. Là aussi, je me disais, João Almeida, chrono de 46 bornes, ça a l'air un chrono long, à long temps d'effort. Je me dis, tiens, ça peut peut-être le faire pour le coureur portugais. Il n'a pas encore récupéré de la Covid. C'est vrai qu'il a chopé la Covid sur la Vuelta. Et il n'a pas récupéré tout simplement Jean Almeida parce qu'il n'avait pas couru depuis. Voilà, ce chrono, ça a été compliqué. Je me disais, tiens, il a peut-être fait une préparation spécifique pour ce chrono. Après cette Vuelta qui a été une grosse déception pour lui parce que je pense qu'il se disait, je peux jouer au moins le top 5 du général, voire mieux, parce qu'il avait l'air vraiment d'avoir des super jambes sur la Vuelta jusqu'au moment où il a chopé la Covid, notamment au Pico Vellercas sur une côte qui n'était pas forcément très intéressante par rapport à ses qualités, il fait quand même 3e. Et je me disais, à Hueras, il avait fait 10e, mais sur un chrono qui était quand même pas très long. Monaco, par exemple, Nice, il fait 5e. Donc voilà, je me disais, tiens, sur un chrono de ce type-là, il va peut-être réussir à faire une grosse perf et à tenir la cadence. Ça n'a pas été le cas, mais je pense que là, c'est la Covid qui a peut-être bien endommagé ses forces aux coureurs portugais. On remonte un petit peu, Derek G, là aussi assez loin. Moi, je voulais le suivre, voir ce que ça pouvait donner pour le Canadien. Il finit même derrière Pierre-André Côté, le Québécois. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi loin. Voilà, Derek G. Bon, peut-être là aussi la fatigue d'une saison qui a été longue. Il a fait beaucoup d'efforts cette année, Derek G. C'est vrai que depuis la rentrée, on l'a assez peu vu. Voilà, il a fait un très gros Tour de France où il fait 9e. Mais c'est vrai que depuis le Tour de France, c'est un petit peu plus compliqué pour Derek G. Oui, parce qu'à Nice, il avait fait un bon chrono. Donc j'aimerais Chambertin aussi. Donc je me disais, bon, tiens, ça peut faire partie des coureurs intéressants sur un chrono qui est très long. Je me disais aussi qu'en termes d'endurance, ça le ferait du côté de Derek G. Donc assez surpris de ce niveau de performance assez lointain pour le coureur canadien. Pourtant, il a 51 jours de course. Donc moi, je pensais qu'il avait plus que ça en termes de jours de course. Mais saison qui a commencé en janvier pour lui, au Down Under. Donc c'est vrai que là, on est le 22 septembre. Ça commence à faire extrêmement long. Ça fait plus de 8 mois que sa saison a débuté. Donc peut-être qu'il y a un petit peu de fatigue nerveuse du côté de Derek G. Mais c'est vrai que je me disais, un parcours de 46 km avec un petit peu de bosse au milieu, ça peut être un coureur intéressant sur ce gabarit-là. On remonte encore. Guernalec, 21e. Bon, on ne s'attendait pas à des merveilles. Bon, on n'a pas pris Cavagna. Cavagna n'était pas exceptionnel cette année. Bon, ça a permis à Guernalec de prendre de l'expérience. Après, on ne s'attendait pas forcément à un miracle. Et c'était pas sur lui qu'on comptait véritablement pour un top 10. Donc du côté de Guernalec, 21e, bon voilà, il a fait un chrono à son niveau. Miguel Heidemann, Pierre-André Côté. Heidemann quand même devant Schwarman. Ça c'est un petit peu une surprise du côté de l'Allemagne. On aurait pu s'attendre à un peu mieux de la part de Maximilian Schwarman. Peut-être que la longueur n'a pas aidé pour le coureur allemand. Pierre-André Côté, donc plutôt bien, voilà, pour un coureur qui n'est pas forcément en World Tour. Encore une fois, comme je vous le dis toujours, même s'il est dans une équipe, voilà, il est maintenant chez Israel Premier Tech Academy, Pierre-André Côté, mais chez Human Power Red Earth, je suis pas sûr que c'était la priorité de travailler le contre-la-montre pour ce coureur. Donc voilà, il a été chez... oui, c'est vrai qu'il a couru avec l'équipe 1 d'Israël, il a switché entre les deux formations selon les courses. Mais là, le coureur canadien a fait un chrono pour moi tout à fait à son niveau, donc pas de souci de ce côté-là pour le champion panaméricain, Pierre-André Côté. On poursuit du côté des différents résultats. Bon, Danouleux, c'est vrai qu'on aurait pu s'attendre un peu mieux. Je ne m'attendais pas en fait sur ce chrono à ce que la partie vallonnée fasse autant d'écart. Je me disais la partie vallonnée, bon, ça n'a pas l'air d'être des côtes avec tant de pourcentage que ça. Autant hier sur le Tour de Luxembourg, je me disais le kilomètre 5 à 8% va pas être évident sur un parcours de 15 km. Autant là, je me disais sur 46 km, c'est surtout le plat qui va compter.
Et on s'aperçoit que cette partie intermédiaire, il y a des coureurs qui l'ont très mal vécu. Et je pense que notamment à Vareskjold, avec son gabarit, ça n'a pas aidé pour le coureur norvégien. Qui n'a pas réussi à s'en sortir. Nelson Oliveira également un petit peu loin. Alors Mikkel Berg, ça c'est vrai que Mikkel Berg, c'est là où on voit la difficulté de passer, comme je disais, de espoir à élite du côté du contre-la-montre, parce que Berg c'était l'un des meilleurs représentants au monde du côté de la catégorie junior espoir, hein. C'est quand même un mec qui a été 3 fois champion du monde dans la catégorie espoir en 2017, 2018, 2019. Il a enchaîné 3 titres, parfois avec des belles avances en plus, hein. Là 2019, vous voyez, 27 secondes, 33 l'année d'avant et 1,05 la première année sur McNulty, qui est aujourd'hui chez les pros. Après c'était Brent Van Moer. C'est vrai que si vous regardez 2019, il gagne devant Jan Garrison. McNulty, Mathias Norgard qui n'était même pas sélectionné. Jan Garrison, il n'a pas été sélectionné non plus, il a dû arrêter sa carrière même. Van Moer, on ne le voit pas en sélection de Belgique, hein. Il est chez l'Auto Destiny mais il ne fait plus les chronos. Niels Seekhoff non plus, fait pas forcément les chronos. Thibaut Garnalec, vous voyez quand même, c'est des mecs qui... c'est là la difficulté de passer d'espoir à élite. Parce que cette génération-là, par exemple, ça doit être la génération de Bissegger, peut-être. Qui a quand même eu quelques résultats sur les chronos, mais pas tant que ça. Et vous voyez, de cette génération-là, il y avait Fedorov déjà, il y avait Almeida. C'est pas forcément des mecs qui ont réussi sur les chronos ensuite. Mais c'est là on voit que Berg, toute la difficulté de passer d'une catégorie à une autre, parce qu'aujourd'hui, des chronos, il n'y a qu'une victoire chez les pros, hein, au final, qui était le critérium du Dauphiné. Sinon, il n'a pas eu d'autres résultats sur les grands contre-la-montre, sur les grosses épreuves. Et c'est vrai que cette année, il ne fait pas forcément des hyper bons résultats sur les chronos. 9e sur les 2 chronos du Giro, où il n'y avait pas forcément une grosse opposition sur ces chronos-là. Celui où il est le plus performant, c'est Al Doreyat Island, où vous savez qu'il y avait du beau monde sur ce chrono du AE Tour. Mais qui était un chrono qui était très particulier, court. C'était un chrono qui durait 14 minutes. Où il y avait assez peu de kilomètres. C'est vrai que Berg aujourd'hui, c'est pas fantastique. 11e au championnat d'Europe, hein, donc vous voyez qu'il est à peu près au même niveau qu'au championnat d'Europe. C'est pas moins bien, mais c'est pas suffisant aujourd'hui si tu veux accrocher un titre. Sheffield 13e, Roglic 12e. Alors, Roglic, j'avais cette incertitude-là. Ce matin, je le mets parmi... Enfin, ce matin, il y a vendredi, je le mets parmi mes favoris. À Roglic, mais avec une incertitude de me dire, j'ai quand même une mauvaise impression sur la Vuelta. Mais je me dis, c'était la Vuelta, c'était il y a 2 semaines, il n'a pas fait les championnats d'Europe, il a pu travailler un petit peu le chrono. Je me dis en plus, si il a été choisi, pas Jan Tratnik, pas d'autres coureurs qui auraient pu être choisis du côté de la Slovénie, je me dis, c'est que on a travaillé son coup. Je me dis que sur la Volta, peut-être que c'est vrai qu'il se relève un petit peu avant la fin, ça lui a coûté forcément des secondes. Donc je me dis, Primoz Roglic, sur ces championnats du monde, le parcours est long, il y a un peu de vallonné, s'il a les bons braquets, ça peut le faire. Non, 2 minutes 6 aujourd'hui de perdu. Derrière Bruno Armirail quand même, hein, sur ce chrono. Alors je pense que sur la fin il a bien relâché Roglic, mais quand même, pas dans le tempo, Primoz Roglic. Et quand vous regardez, en fait, tous ceux qui ont fait la Vuelta ne sont pas dans le tempo, parce que, à part Raffini, qui a fait la Vuelta, je crois de tête, Tarding, mais qui a abandonné assez vite. Mais quand vous regardez Kung, qui était là sur la dernière étape de la Vuelta, il fait 8e. McNulty 10e, Armirail 11 et Roglic 12. Alors à part Armirail qui pour moi est à sa place, c'est vrai que Roglic, McNulty, Kung sont quand même assez loin, en sachant que Roglic, j'ai l'impression relâche sur la fin, mais n'a jamais été dans le coup dans le combat. McNulty n'a jamais été également dans le match. Je m'attendais même à ce qu'il relâche, parce qu'on l'avait vu sur la Vuelta, où après le premier intermédiaire,
Il avait vu qu'il pouvait pas gagner le chrono, il avait complètement relâché. Mais comme il partait assez tôt, McNulty il s'est dit bon, je vais quand même le faire à fond. Stephen Kung, ça veut toujours pas pour Kung, c'est terrible parce que là, bon, il finit très mal hein, son chrono Stephen Kung. Mais c'est vrai que putain, chaque année il y a un truc. Chaque année sur les grands rendez-vous, il est soit battu par un mec qui sort le chrono de sa vie comme Tobias Foss, soit bon bah il tombe au championnat d'Europe, il se fracasse le casque. Il y a toujours une merde pour Kung au niveau des grands rendez-vous, ce qui fait qu'il est jamais sur les podiums. Aux Jeux Olympiques, c'est pareil, il y a toujours un mec qui le bat, il y a toujours des. C'est pas de la poisse, parce que certains diraient c'est de la poisse. Non, je pense qu'il n'arrive pas à préparer les grands rendez-vous. Sa préparation des grands rendez-vous n'est pas bonne. Parce que là, aujourd'hui, bah, peut-être qu'aller au championnat d'Europe, c'était peut-être pas l'idée du siècle pour un mec qui venait de faire la Vuelta. Peut-être qu'il aurait plutôt fallu préparer seulement ces championnats du monde. Sur une distance longue, c'est pas le meilleur, Kung, parce que ses titres de champion d'Europe, c'était sur des parcours qui étaient plus courts. C'était sur des parcours de 25 km à peu près. Là, il y avait 20 de plus. Donc on voit que sur la dernière partie, il a vraiment craqué, Stephen Kung. Un peu comme au championnat d'Europe aussi, où il avait craqué hein, sur la dernière partie de course, par rapport à Eduardo Affini, par exemple, qui lui s'en était mieux sorti sur le final, dans le dernier intermédiaire. Et là, c'est un peu pareil pour Stephen Kung, mais oui, c'est terrible, parce que c'est un coureur qui est hyper talentueux, mais qui n'arrive pas à s'en sortir sur les chronos importants, sur les chronos de haut niveau. Voilà, c'est dommage du côté de Stephen Kung, parce que bah, il passe toujours un petit peu à côté, quoi. C'est voilà, bon, c'est ouais, c'est un peu dommageable parce que Kung, là, je pense que là, tu sentais qu'elle arrivait de l'avait mauvaise. La pilule avait du mal à passer, bah, en plus à domicile. Hein. Donc, c'est sûr que des championnats du monde à domicile, ça se présente pas forcément 15 fois dans votre carrière. Et puis, ouais, tu sens que je pense qu'il sait qu'il a pas fait un bon chrono. Je pense il le savait qu'il n'était pas dans ses valeurs. Il a vraiment souffert sur la dernière partie de course, euh, qui est normalement un terrain qui était un peu plus pour son profil, comme pour Ghana, bon, voilà, pour les purs spécialistes. Il n'a pas réussi à s'en sortir sur un parcours de purs spécialistes. Sur la dernière partie, enfin sur les deux premières parties même, hein, la première partie de course et la dernière partie de course, il a du mal. C'est presque sur la partie vallonnée où il s'en sort le mieux, hein, Stephen Kung. Et ça, c'est triste. Bon, Tobias Foss, l'ancien champion du monde en 2022. Bon, bah, il reste toujours le dernier champion du monde avant Remco Evenepoel. Non, après, il a sa place, Tobias Foss. Je trouve même qu'il est un peu mieux que à quoi on pouvait s'attendre, parce que c'est vrai que Tobias Foss qui fait top 10 sur des chronos, c'est pas arrivé longtemps depuis qu'il est champion du monde. Voilà, c'est un exercice où il a du mal. En plus, bon, c'est vrai il avait tendance cette année à emmener des énormes plateaux à l'avant, ce qu'ont fait quasiment tous les Ineos, ce qui était peut-être pas l'idée du siècle. Donc je sais pas ce qu'il a emmené comme matériel, hein, c'est vrai qu'Ineos cette année ils ont eu tendance à emmener à chaque fois des monoplateaux. Je pense que c'était pas hyper efficace. Bon voilà, Asgreen à sa place aussi par rapport à l'écart. Sa place au classement est peut-être mieux que prévu. L'écart, je pense, c'était ce à quoi il pouvait s'attendre. Surpris par contre, c'est l'écart qu'il met à Berg. C'est plus ça qui me surprend. C'est qu'il colle quand même 45 secondes à Michael Bjerg. Donc après il a sa place hein, voilà, c'est souvent le meilleur c'est pas un pur spécialiste du chrono, Casper Asgreen. C'est un coureur de Flandrienne qui s'en sort bien sur les chronos, mais je suis pas sûr que ça soit un exercice qu'il travaille énormément, Casper Asgreen. Je sais même pas s'il a le vélo de chrono chez lui, par exemple, Casper Asgreen, ce qu'il y a les coureurs qui sont devant lui. C'est souvent le meilleur un peu des autres sur les chronos. C'est-à-dire que vous avez les purs spécialistes et puis toujours un petit peu derrière. Bah là, c'est un peu le cas. Hein. Vous regardez le top 5, c'est que des purs spécialistes. Lui, il a un petit ton derrière. Mais je suis assez surpris, c'est l'écart par rapport à Michael Berg. C'est là où je me dis, Michael Berg, il a quand même pas fait un chrono canon. Bon, Jevine,
Il était sur le podium s'il tombait pas. Il finit quand même fort. Parce que quand vous voyez son... Alors, on ne l'a pas vu de la course quasiment. Hein. Jevine, à part sur les points intermédiaires. Mais quand vous voyez comment il est éraflé à l'arrivée, avec la visière, il s'est ouvert l'arcade. Enfin voilà, il était en sang. Mais il était quand même fortement râpé. Et si il s'est ouvert l'arcade, c'est-à-dire que la visière est tombée, enfin a changé de place, c'est-à-dire que le choc au niveau de la tête a été violent. Réussir déjà à finir le chrono, vu comment le choc a eu l'air d'être violent, c'est quand même déjà assez exceptionnel. Ne perdre que 30 à 35 secondes, parce qu'il était dans le coup pour la médaille de bronze. Vous voyez qu'Affini est à 54, lui est à 1,24, donc il a dû perdre 35 secondes à peu près dans cette affaire-là. Bah, c'est assez incroyable du côté de Jevine, donc dommage. Parce que s'il était plus à l'aise sur un vélo, et là c'est de la maîtrise technique, la descente n'était pas impossible à faire. La seule particularité de cette descente, c'est qu'elle avait beaucoup de pentes. Mais c'était pas non plus le truc le plus technique qu'on ait vu. Voilà, il y a eu des descentes cette semaine sur le Tour du Luxembourg qui étaient bien plus techniques que la descente du côté de Zurich. Donc je suis assez surpris. Parce que c'est vrai qu'hier j'avais vu vélo, c'était pas vélo futé, je sais plus c'était pas le groupe Eto qui avait montré une chicane qui leur semblait très dangereuse. Et moi j'avais dit, faudra voir, mais moi sur le parcours, sur la carte, j'avais pas l'impression que c'était impossible à réaliser et que c'était très difficile. On voit qu'il y avait surtout beaucoup de pourcentage, mais regardez, même Remco Evenepoel, il perd quasiment. C'est presque là où il gagne le plus de temps, dans cette portion-là de parcours. Entre l'intermédiaire 2 et l'intermédiaire 3, c'est là où il a été le plus performant, Remco Evenepoel. Donc je pense que du côté de Jevine, on a un manque de maîtrise sur le vélo et que ça lui coûte cher aujourd'hui. Mais encore une fois, hein, c'est toute la difficulté de passer de Swift à la réalité. Pareil pour Vergalito, par exemple, hein, du côté des Italiens. La maîtrise du vélo, on le voit hein, chez les filles, toutes celles qui ont fait du triathlon, qui ont fait du duathlon, ou qui viennent d'autres sports que le cyclisme, bah, par rapport aux filles qui ont fait du cyclisme depuis qu'elles sont toutes petites, voilà, il y a un manque de maîtrise. Et souvent, les coureurs Roglic, c'est un manque de maîtrise sur le vélo, c'est parce qu'il n'est pas passé dans ses jeunes années, qu'il n'a pas fait de vélo dans ses jeunes années. Je pense que véritablement, autant tu peux devenir performant sur le vélo tardivement, mais la maîtrise technique d'un vélo, elle s'apprend tous les jours. Et c'est là où il y a une différence. Vous voyez la différence de maîtrise de vélo d'un Remco Evenepoel par rapport à un Edoardo Affini au niveau de la trajectoire. Bah, c'est le fait que Affini a commencé plus jeune que Remco. Remco, pendant très longtemps, il faisait également du football et que bon, bah, il passait pas non plus toutes ses journées sur un vélo. Et la maîtrise sur le vélo, elle est hyper importante. C'est ça qui fait un petit peu la différence. Bon, donc Jevine, Tarling, là aussi, hein, il revenait depuis son abandon sur la Vuelta. Il avait été impressionnant en début d'année, Tarling. Peut-être un petit peu de fatigue, pour tout vous dire, sur cette deuxième partie de saison, où j'ai eu l'impression, même avant la Vuelta, qu'il avait un petit peu de mal à enquiller physiquement. Et donc, en plus de sa chute sur la Vuelta qui a créé une coupure hein, dans sa saison, ouais, là il lui manque quand même 20 secondes, hein, comme vous voyez, hein, l'écart avec Affini elle est assez importante. Donc je pense que c'est un peu physiquement qui lui en a manqué Joshua Tarling, parce que je pense qu'il y a un peu de fatigue, l'année est longue, ça reste un jeune coureur. Voilà, bon, c'est dommage, il ne monte pas sur le podium contrairement à l'année dernière, de toute manière il ne pouvait pas jouer avec Ghana et Evenepoel. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas, il y a pas beaucoup de regrets pour lui quand tu vois l'écart qu'il y a avec le podium. Edoardo Affini, troisième. Affini, comme au championnat d'Europe, a terminé très vite. Il a fini très fort, pour faire le jeu de mots à la con. Parce que au championnat d'Europe, c'est déjà sur la dernière partie qu'il prend le titre par rapport à Stephen Kung. C'est encore là qu'il monte sur le podium. Alors certes, il profite de la chute de Jevine, ça c'est clair et net, mais même Jevine aurait dû quand même sortir une super fin de chrono pour aller chercher Affini. Moi pourtant, je le considérais plutôt meilleur sur des chronos courts, Affini. Notamment sur le Tour d'Italie, quand il est à Turin, c'est un chrono de 12 km. Je le trouvais très bon, moi, sur des chronos très courts. Et bien là, il nous a montré au championnat d'Europe sur 30 km, également sur ses championnats du monde sur 46 km,
bien qu'il était capable d'être également performant sur des plus longues distances. Peut-être aussi, c'est dû à son travail d'équipier chez Visma Leasebike, parce que c'est vrai qu'il a souvent tendance à faire des longs bouts droits, Eduardo Affini, et qu'il a pris certainement de la caisse en faisant ce travail-là, et ça lui a permis de gagner en endurance. Et là, c'est vrai qu'on le voit sur la dernière partie de course encore, c'est là où il fait les écarts, notamment si vous regardez par rapport à Tarling, par rapport à Casper Asgreen, c'est sur cette dernière partie de course où il a fini extrêmement fort, et je pense qu'il a dû finir dans les temps de Ganna et d'Evenepoel, quasiment, donc ça c'est très très fort de sa part. Et puis on regarde devant, Remco Evenepoel, Ganna, ça a été un beau duel, ça a été un bon match entre les deux, comme chez les filles entre Vollering et Grace Brown. Ça tourne à l'avantage de Remco Evenepoel. Pour moi, je pense le départ. C'est le départ où ça se joue. Ganna a été plus prudent que Remco. Au premier intermédiaire, il y a 6 secondes d'écart. 6 secondes 70. Vous voyez, les 6 secondes 70, c'est quasiment l'écart qu'il y a à l'arrivée. À l'arrivée, vous avez 6 secondes 43. Bah ouais, ça a été la prudence de Ganna par rapport à Evenepoel sur cette première partie qui a peut-être joué beaucoup. Parce que après, dans la portion vallonnée, il perd 3 secondes, donc c'est pas grand-chose. Au troisième intermédiaire, il est un peu plus loin, mais c'est vrai que entre l'intermédiaire 1 et l'intermédiaire 2, il perd 3 secondes, ensuite il perd 10 secondes, et ensuite il a été 13 secondes plus vite que Remco Evenepoel sur la fin. Mais sur la portion vallonnée, je trouve qu'il perd pas grand chose. Contrairement à d'autres, à une Clay Daigert par exemple, qui était un peu collé dans ces portions-là vallonnées. Lui, il s'en est beaucoup mieux sorti, par exemple, qu'une Clay Daigert. Filippo Ganna, c'était un petit peu ma crainte ce matin quand j'ai vu les filles. Après avoir vu les filles, je me suis dit, j'ai peut-être misé pas sur les bons coureurs. Alors, j'avais pas parlé de Ganna. Parce que moi, sur la start list prévisionnelle que j'avais vendredi, il n'était pas au départ. Ce qui m'avait assez surpris. Mais j'avais regardé la liste de départ également de l'UCI. Il n'y avait pas Ganna. Voilà, je me suis dit, c'est un peu comme Vauquelin. Les mecs après les Jeux Olympiques, ils ont du mal à encaisser la fin de saison. Donc ils ont préféré faire un pass. Et puis je voyais sur le contre-la-montre mixte où l'Italie peut obtenir un titre dans cette épreuve mercredi, donc c'était peut-être la raison. Non, en fait, ça devait être juste... soit l'Italie avait voulu cacher le fait que Ganna participe en individuel et avait mis Cataneo, soit c'était juste que l'UCI n'était pas à jour au niveau des listes de départ. Mais donc Ganna, on voit que c'est vraiment... La dernière partie a été très forte, sur les 10 derniers kilomètres, il reprend 13 secondes. Sur les 10 derniers kilomètres, c'est-à-dire qu'il reprend plus d'une seconde de kilo par rapport à Remco Evenepoel. Sauf que l'écart était trop gros sur la première partie de course. Et quand tu regardes, c'est peut-être sur ce premier intermédiaire un peu trop lent de la part de Ganna, parce qu'on est sur un chrono qui est tout plat sur cette première partie où les 6 secondes lui coûtent extrêmement cher au coureur italien. Tu sens que là, cette défaite-là, elle fait plus mal que d'autres pour Ganna, parce que tu sens qu'il n'est pas passé loin. Et je pense que c'est ce qu'il s'est dit. Autant sur d'autres épreuves, l'écart était là, il n'était pas en capacité de suivre le rythme de Remco. Mais là, je pense qu'il s'est dit, j'ai fait mon meilleur chrono et ça suffit pas, et j'échoue à tellement peu que ça fait mal. Voilà, du côté de Filippo Ganna. Bon, Remco Evenepoel, deuxième titre. Je dirais que c'est pas non plus une surprise du côté de Remco Evenepoel. 53,02, donc il est dans les temps. Moi j'avais dit plus de 53 minutes, donc il était dans les temps, parce que j'avais calculé à peu près du 52 à l'heure. J'avais calculé à 52 à l'heure, ça faisait 53,30 je crois. J'avais regardé sur internet. Donc je m'étais dit, 52 à l'heure, ça sera déjà une grosse vitesse sur un parcours comme ça. Sur 46 km, il fallait tenir la cadence. Et du côté de Remco Evenepoel, il a été costaud, il a été solide. Il n'y a pas grand chose à dire. Il a été en tête sur les 3 premiers intermédiaires. Il perd le dernier, mais il a été hyper solide. Bon, voilà, le mec, quand même, a remporté à la fois les titres route, le titre olympique, également du chrono, le titre de champion du monde du chrono. La saison est excellente, Enfin, quand vous regardez la saison de Remco Evenepoel, 3e du Tour de France, il y a
pas grand chose acheté quand même sur la saison de Remco Evenepoel. Et sur le chrono, je pense qu'il a gagné peut-être tous les chronos auxquels il a participé cette année. Il faudrait vérifier ça du côté de Remco. Chrono au championnat du monde, donc gagné. Chrono aux Jeux Olympiques, gagné. Au Tour de France, non, il ne gagne pas le deuxième, il gagne par contre le premier. Il gagne le chrono du Dauphiné. Il gagne pas le chrono du Tour du Pays Basque. C'est peut-être même son moins bon résultat, ce chrono du Tour du Pays Basque. Là, c'était un chrono par équipe, donc ça compte pas. Chrono individuel, il le gagne au Tour de l'Algarve, oui. Que 2 chronos ratés pour Remco. Et Irun, c'est 10 km, c'est pas forcément son format de prédilection, en sachant que c'était un parcours qui était très technique. Donc voilà, vous voyez, il y a 2 chronos perdus. Et dans ces 2 chronos perdus, il est quand même dans le top 5. Voilà, ça fait partie des meilleurs spécialistes de la discipline. C'est vrai que si on regarde les purs spécialistes sur les... Pardon, j'ai un petit rototo là. J'ai pris un trop gros 4 heures. Mais si on regarde les purs spécialistes sur les 20 dernières années, alors déjà des doubles champions du monde, il n'y en a pas eu tant que ça quand on en avait parlé hier, vendredi plutôt. Mais vous voyez que pour moi c'est déjà du très haut niveau par rapport aux purs spécialistes des 20 dernières années. Parce que il n'y a que Rogers et Cancellara qui ont eu une période de et Martin, même plus que Rogers, parce que c'est vrai que Rogers était bon au championnat du monde, mais sur la saison, il y avait quand même d'autres mecs qui arrivaient à remporter des chronos. Il n'y a que Cancellara, je pense, et Martin qui ont eu des dominations de ce type-là sur des années où vous pouvez prendre Cancellara, je pense que 2009-2010, c'est des années où il gagne à peu près tous les chronos auxquels il participe, et Tony Martin. Il y a eu des années aussi où Tony Martin gagnait tous les chronos auxquels il participait. Remco a réussi à faire quasiment ça cette saison. Et le fait de réussir à faire Jeux Olympiques, Championnat du Monde, quand Cancellara, Martin ne l'ont pas fait, eux. Ça veut dire qu'il est au-dessus, pour moi, de ces coureurs de ces 20 dernières années. Alors après, oui, on va comparer. Si on compare par rapport à Indurain, c'est compliqué. Indurain avait gagné des grands tours. Et Indurain gagnait des grands tours grâce à son talent en contre-la-montre. Donc là, c'est un petit peu plus compliqué de la comparaison, je pense. Indurain est encore... si on prend même sur la spécialité du chrono, Indurain est au-dessus, en sachant qu'en plus, Indurain est arrivé à une époque où il n'y avait pas de championnat du monde du chrono. Donc les championnats du monde du chrono, il les a eu en fin de carrière, Indurain. Peut-être que s'il avait eu les titres dès les années 80, si on avait eu des championnats du monde de chrono des années 80, Indurain aurait collectionné certainement les titres dans les années 90. Face à Rominger, il y aurait eu un match entre les deux, parce que les deux étaient au-dessus du lot, mais Miguel Indurain était extrêmement fort. Et pour moi, en plus, Indurain mettait des plâtrés à ses adversaires, ce que n'a pas fait Remco toujours. Oui, il est à un très haut niveau parmi les coureurs bons sur le chrono. Alors après, il y avait Merckx, mais si on parle vraiment que de spécialité du chrono, il y avait Anquetil qui était très fort sur le chrono notamment. Et sur cette spécialité chrono, il fait déjà partie des tout meilleurs. Pour moi, oui, il y a Indurain, il y a Anquetil qui était au-dessus. Mais Cancellara et Martin, ils commencent à se faire sacrément rattraper au niveau du palmarès. Sur les 20 dernières années, ils matchent avec Martin et Cancellara, et bientôt ça marchera peut-être plus, parce que s'il continue à enchaîner les résultats, il deviendra abattable sur les 20 dernières années, ça c'est sûr, du côté de Remco Evenepoel. Allez, on regarde tout de suite la course des dames. On parle désormais de la course des dames pour ceux contre la montre. Alors on va faire comme pour les garçons, on va partir des derniers noms jusqu'au premier. Bon, là aussi, dans les derniers noms, vous voyez des concurrentes qui ont mis beaucoup plus de temps que les meilleurs. Vous voyez notamment cette concurrente des Honduras qui a mis quasiment 14 minutes de plus que la vainqueur du jour de cette course. Donc on remonte un petit peu pour essayer d'attraper les premières concurrentes véritablement professionnelles. Vous avez Vilma Entila du côté de la Finlande qui est finie à 5,41, mais on ne peut pas dire que ça soit véritablement une spécialiste de la discipline. Vous avez Isabelle Cairns
Du côté de l'Australie qui avait 3 quotas, comme les États-Unis qui en avaient 4. Les États-Unis en avaient 4 parce que les championnats panaméricains, là il y avait le championnat d'Océanie également qui a fait qu'il y a eu un quota en plus pour l'Australie, et donc 5,40 de retard pour Isabelle Carne. Isabelle Carne, en termes de palmarès, c'est un petit peu léger, hein, voilà. C'est une fille qui est dans l'équipe Ara Skip Capital, une équipe continentale australienne. Voilà, vous voyez, c'est surtout le calendrier australien qui intéresse cette formation. Et donc voilà, elle devait faire le Tour de Suisse féminin qu'elle avait abandonné dès la première étape. Et vous voyez, je sais pas, énormément de résultats pour une jeune australienne quand même qui n'a que 20 ans. Donc on la verra. Donc c'est vrai que réussir, elle est quasiment espoir. Donc voilà, on parlera également du classement des espoirs hein, en fin de vidéo. Mais c'était un petit peu compliqué pour elle sur ce chrono des championnats du monde. Paola Blasi, Gaia Mazzetti également. Et puis on remonte ensuite. Lauren Stephens, 4,54 de retard. C'est vrai qu'on aurait pu s'attendre à un petit peu mieux de la part de l'américaine. C'est un petit peu loin. Voilà. Et puis on remonte. Rose Lapa, Grévé, Jankusova et Bujiak ensemble. Les deux, la Slovaque et la Slovène. Bujiak qui finit quand même assez loin de Urska Zigart. Eugenia Bujiak, voilà, 3 minutes 50, c'est pas un chrono exceptionnel. Agnieszka Salniak-Sojka, elle finit à la 31e place. Olivia Baril, la concurrente de la Movistar, qui prend la 3e place. Et puis Stina Kagevi, la Suédoise, eh bien seulement 29e. La Suédoise. Alors la Suède, chez les filles, c'est un petit peu comme le Kazakhstan chez les garçons. C'était quand même une nation majeure du cyclisme féminin dans les années 2000, 2010. Et ça s'est arrêté à partir de 2013-2014. Désormais, la Suède a complètement disparu du cyclisme féminin. On a quasiment plus de concurrentes qui arrivent à être à un bon niveau. Enfin, c'est très très compliqué du côté de la Suède, je trouve, en termes de résultats. C'est vraiment pas exceptionnel. Voilà, pour cette nation qui avant était vraiment très forte. C'était vraiment une des nations majeures. Benito, la deuxième concurrente espagnole. Bon, on va pas se mentir, l'Espagne n'a jamais été vraiment spécialiste du chrono. C'est un peu comme la France, que ça soit chez les garçons et chez les filles. Voilà, quand on travaille pas une discipline, à un moment ça se voit au niveau des résultats. Eh bien ça se voit du côté des filles espagnoles. Surpris, on aurait presque pu emmener Mavi Garcia, mais qui se prépare peut-être plus pour la course en ligne que pour ce chrono. Deuxième finlandais, j'ai dit une petite bêtise, il y avait Amina Tosalo, qui était également dans la catégorie espoir, elle qui était tombée au championnat d'Europe espoir sur la course en ligne à Tosalo, c'était il y a moins de 10 jours du côté de la finlandaise, qui prend quand même la 26e place, mais qui n'a pas le titre chez les espoirs parce qu'il y a eu du haut niveau dans cette catégorie. On a Teniel Campbell, ça c'est la bonne surprise pour Trinidad et Tobago, 24e. Daniel Campbell, concurrente de la Liv Alula Jaiko, mais plutôt des qualités de sprinteuse que de rouleuse, il faut bien le dire, pour la concurrente de Trinidad et Tobago, mais qui s'est donné à fond sur ce contre-la-montre, et ça lui a plutôt bien réussi, surtout qu'elle n'avait pas couru depuis le mois de juillet, une course en Belgique, donc il y avait eu une grosse pause pour Daniel Campbell, qui a fait aussi un petit peu de piste, qu'on a vu notamment cette année sur le Tour d'Espagne ou sur Paris-Roubaix. Daniel Campbell, qui est une fille qui a 11 victoires chez les professionnels, mais à une époque où elle courait du côté des Caraïbes. C'est vrai que depuis qu'elle est dans des équipes World Tour, elle a plutôt un rôle d'équipière. Ça fait depuis quelques années qu'elle est dans cette formation Bike Exchange Liv Alula Jaiko. Ça fait depuis 2021. Voilà, et elle est en fin de contrat. Daniel Campbell, si certains veulent la signer dans une structure, ça pourrait intéresser notamment, pourquoi pas, des équipes françaises.
On remonte dans le classement, Julie Deville 2. Oui, bah la Belgique sur le chrono, c'est pas ça. Alors c'est aussi pour ça que Lotte Kopecky domine en Belgique au niveau du contre-la-montre, mais il n'y a pas de densité dans cet exercice-là, et on sait que c'est vraiment un domaine où la Belgique pourrait progresser du côté du contre-la-montre chez les filles, parce que c'est vraiment un domaine où ils ne sont pas exceptionnels. Mais pendant très longtemps, la Belgique en cyclisme féminin, c'était pas ça. C'est vrai que c'était une nation qui était très loin des standards. Du côté du cyclisme féminin, ils se sont mis au cyclisme féminin très tardivement. Bah, je me souviens de Lotte Kopecky dans ses premières années. Elle était à la Loto, sauf que la Loto n'avait pas forcément des gros moyens à l'époque. Du côté de la Loto, on ne mettait pas beaucoup d'argent sur le cyclisme féminin. C'était très compliqué. Et c'était il n'y a pas si longtemps que ça, les premières années de carrière de Lotte Kopecky. Donc c'est vrai que la Belgique doit encore travailler pour avoir de la densité en interne, et notamment sur le contre-la-montre, pour peut-être obtenir des meilleurs résultats dans cette discipline. Surpris, Guazzini seulement 19e. Je ne sais pas ce qui s'est passé du côté du contre-la-montre de Guazzini. Je me dis quand même il y a dû avoir un problème, parce que 3 minutes 10, alors soit elle n'a pas tenu à la distance, Victoria Guazzini, c'est vrai qu'elle a fait pas mal de pistes cette année, mais je m'attendais à beaucoup mieux de la part de la concurrente italienne, et qui finit extrêmement loin. Elle finit derrière Oscar Zigart, derrière Franziska Kor également. Donc je suis assez surpris par ce mauvais classement du côté de Vittoria Guazzini, l'italienne, puisque c'est plutôt une fille qui est performante dans les contre-la-montre. Après voilà, elle a fait de la piste cette année, mais elle avait fait des résultats cette année. Je vais regarder un petit peu ses chronos à Guazzini. Quoique le chrono en Italie, sur le Tour d'Italie féminin, n'était pas exceptionnel du tout, sur 15 km. Sur le Tour féminin, il n'y avait pas de chrono. Elle a fait 6ème sur la Vuelta, mais c'était un chrono par équipe. Et oui, elle n'avait pas fait de chrono individuel depuis le début. Elle n'en a fait qu'un seul, qui n'était pas exceptionnel de chrono individuel. Et le chrono des championnats d'Europe, elle était 5ème au championnat d'Europe. Donc c'est pour ça que je suis assez surpris de la voir aussi loin sur ce chrono. Après, c'est vrai que le chrono des championnats d'Europe, quand vous regardez, il y avait quand même beaucoup de filles qui, là, n'étaient pas au départ. Donc, mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi loin, Victoria Guazzini. Paola Finlay, du côté du Canada, Urska Zigart, qui n'avait pas été sélectionnée aux Jeux Olympiques. On voit que c'était peut-être quand même une belle erreur de la part de la Slovénie, de ne pas avoir sélectionné la compagne de Tadej Pogačar, parce qu'on sait que c'est quand même une concurrente qui est le plus grand talent de Slovénie aujourd'hui, on va pas se mentir. Belle surprise également, Lulia Birjoukova, qui finit 16e, quasiment dans le top 15, pour une fille qui vient pas d'une grosse nation, qui est dans l'équipe de Human Powered Health. Donc assez surpris de la voir à ce niveau-là, elle qui avait remporté le titre de championne d'Ukraine du contre-la-montre, qui avait fait 15e au championnat d'Europe, donc elle a quasiment la même place au championnat d'Europe qu'au championnat du monde, donc c'est plutôt un très très bon chrono de sa part. Elle qui n'avait pas fait beaucoup de chronos individuels non plus chez les filles, parce que c'est vrai qu'il n'y en a pas tant que ça au final. Elle avait participé aux Jeux Olympiques notamment. Elle avait fait le Crest-Brest Elite entre les deux épreuves des Jeux Olympiques. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont fait ça. Et puis 16e de ces championnats du monde. Donc c'est plutôt une réussite. Elle sera également sur le relais mixte et puis la course en ligne pour l'Ukraine. Carbaol, 14e. Ouais, je m'attendais à mieux. La saison est longue pour Cédrine Carbaol, puisqu'elle avait été performante en février, début février. Donc là, c'est vrai qu'on arrive en septembre. On est vraiment sur la fin de saison chez les filles. Ce qu'il faut comprendre, c'est que chez les filles, là, les championnats du monde, c'est vraiment la fin de la fin. Parfois, on n'a pas beaucoup couru en plus avant d'aller à ces championnats du monde. C'est vrai que là, quand vous regardez, il y a eu Plouet, un chrono, le chrono Roland Bouge, qu'elle a remporté en Suisse, comme préparation je pense, mais où il n'y avait pas forcément du haut niveau.
Et puis donc là, le Tour de Romandie, auquel elle a participé, peut-être qu'elle a eu du mal à gérer aussi la fin de ce Tour de Romandie. Et donc là, 14e de ces championnats du monde, je m'attendais à un peu mieux, surtout qu'elle avait fait un bon parcours sur le Tour de France, sur un chrono qui était quand même extrêmement court, qui pour moi correspondait quand même un petit peu moins à ses qualités qu'un chrono un petit peu plus long. Mais voilà, peut-être un petit peu de fatigue, tout simplement, pour Cédric Carbol. Mais c'est pas très rassurant pour le chrono par équipe mixte, parce qu'on sait que bah, c'est plutôt les filles qui tractent l'équipe de France plutôt que les garçons. Parce que regardez qui on aura au départ chez les filles. Hein. Normalement, c'est Audrey Cordorago, Cédric Carbol, Juliette Labousse. Et c'est vrai que nous, du côté des garçons, on aura Armirail, Garnalette, Benjamin Thomas, ce qui est un petit peu moins bien, on va pas se mentir, que l'équipe qu'on arrive à emmener chez les filles. Donc c'est vrai que ça aurait été bien d'avoir des filles à leur meilleur niveau. Là, ça va peut-être être un petit peu compliqué. Donc, voilà pour l'équipe de France, pour réussir à obtenir un bon résultat, surtout qu'il y a des nations qui auront du bon monde. Je pense notamment à l'Australie, parce que c'est vrai que Brody Chapman, Grace Brown, c'est pas mal, avec Jevan Matthews et Ben O'Connor. Du côté du Danemark, il y a également Emma Norsgaard, et Michael Berg et Kurt Nilsson. Du côté de la France, bon, on a vu. L'Italie, bon, bah, vous avez Affini Cataneo avec Ghana. Pourquoi pas Tiberi même, qui va être emmené. La Suisse, il y a également du beau monde. Donc c'est vrai que là, pas évident, pas évident. Voilà pour l'équipe de France sur cette épreuve-là. Bon, on poursuit. Brody Chapman, donc 11e du côté de l'Australie, ça c'est pas mal. Amber Neben, 49 ans, est toujours là, toujours 10e. Amber Neben. Je pensais qu'elle avait arrêté sa carrière. Chaque année, je pense que je dois dire ça. Je pense qu'elle a arrêté sa carrière. Elle est toujours là, 49 ans. Donc assez impressionnant quand même de la part de l'américaine. Et puis Juliette Labousse. Oui, bah, je me disais qu'elle pouvait faire mieux, Juliette Labousse, parce que le parcours était moins technique qu'aux Jeux Olympiques. Alors, on sait qu'en France, notre spécialité, c'est pas forcément la technique sur le vélo. Comme je dis toujours avec Juliette Labousse, plus c'est long, plus c'est dur, plus elle est performante. Là, c'était quand même un chrono qui était assez long, hein, quasiment 40 minutes d'effort pour les filles. Elle, ça a été plus de 40 minutes d'effort. Donc, ça, je me disais, tiens, Juliette Labousse, ça peut être une fille qui peut s'en sortir avec une première partie de parcours un petit peu technique, avec voilà, un parcours qui est difficile, avec un parcours qui était moins difficile techniquement par contre qu'à Paris, avec une première partie de parcours exigeante. Ça pouvait le faire pour Juliette Labousse, mais elle finit un petit peu loin. Van Dijk, ouais, surpris aussi, mais je ne m'attendais pas à ce que la première partie... Je ne m'attendais pas à ce que les côtes soient si dures que ça. Et en fait, comme vous voyez, c'est vrai que les deux côtes, les montées étaient quand même très compliquées. Et c'est vrai que ça a fait des grosses différences. Et Hélène Van Dijk est partie en plutôt dans la première partie de chrono, hein, parce qu'elle est partie avec Carbaol, donc elle est partie d'Ossard 24, un truc comme ça, Hélène Van Dijk. Elle n'avait pas beaucoup de points de repère. Et je pense qu'elle était un petit peu collée dans la montée par rapport à d'autres concurrentes. Bon, ensuite, Anna Anderson. Schweinberger, ouais, surpris par Schweinberger. Je m'attendais un petit peu mieux de l'Autrichienne, qui n'a pas forcément hyper bien fini. C'était peut-être un peu long pour elle, pour Christina Schweinberger. Mais elle qui avait fini 3e, qui avait plutôt été performante au championnat d'Europe. Voilà, un peu comme Van Dijk, je me disais, oh, ça va peut-être le faire. Bon, elle a fini un petit peu loin. Lotte Kopecky, c'est un peu comme Stefan Kung, c'est-à-dire qu'elle est toujours placée, mais jamais gagnante, Lotte Kopecky, parce qu'elle était déjà 5e aux Jeux Olympiques, derrière Juliette Labousse. Elle est toujours là, mais jamais gagnante. Bah, c'est encore le cas. Pourtant, quand j'ai vu que les boss faisaient des écarts, je me suis dit, ah, ça peut être intéressant pour elle. Ça peut être vraiment une fille qui peut s'en sortir grâce aux difficultés en milieu de parcours. Et puis non, ça ne l'a pas aidé, plus que ça, Lotte Kopecky. Bon, à la fin, fini 5e, une 39. L'écart est quand même énorme par rapport au podium. Donc, ouais, ça a été compliqué à gérer. Antenia Niedermayer qui remporte le titre U23. Belle 4e place, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'elle soit à ce niveau-là, Niedermayer.
Je m'attendais à ce qu'elle soit au-delà de la 10e place, hein, très clairement, qu'elle soit plutôt autour de la 15e place, Antonia Niedermayer. Et elle a fait un super chrono, vraiment super chrono. Pourtant, c'est pas un grand gabarit. Mais ouais, elle s'en est vraiment très très bien sortie. Alors oui, elle avait été performante au championnat d'Europe Espoir. Mais encore une fois, c'était au niveau espoir. Et regardez à quelle place finit Ato Salo. Donc je me disais, voilà, vers la 15e place, aux Jeux Olympiques, elle est 15e, je disais qu'elle serait à peu près au même niveau. Elle finit bien l'année. Elle a fait une très belle saison, hein, Niedermayer. Mais vraiment, je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit à ce niveau-là. Vous voyez, Breccia, par exemple, sur le Tour d'Italie, elle est 13e. Sur le Tour de Suisse, bon, elle est 5e. C'était un petit peu mieux, mais là, c'était quand même un chrono hyper rapide. Ouais, je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit aux avant-postes. Donc c'est bien pour l'Allemagne, parce que je dis depuis plusieurs années que l'Allemagne, du côté du cyclisme féminin, avait un petit peu perdu de niveau. Vous avez Bauernfeind, vous avez Niedermayer aussi. Commencez à avoir une petite densité là, chez les jeunes Allemandes qui va être intéressante à suivre. Et puis vous avez toujours des filles, hein, du côté de l'Allemagne. Du côté du cyclisme féminin, hein. Il y a toujours, il y a toujours des très bonnes concurrentes, hein. Je pense à Liane Lippert aussi. Oui, non, c'est intéressant de voir le niveau en ce moment des jeunes Allemandes, parce que ça veut dire qu'on va peut-être avoir des bons résultats dans ce domaine-là. Et puis devant, Chloé Dygert. Elle finit mieux, hein, que Niedermayer. Ça joue vraiment sur la dernière portion de plat. Elle était collée dans la montée. Dans la première montée, elle était complètement collée, Chloé Dygert. Peut-être un mauvais choix de braquet. Forcément, la descente l'a pas aidé parce que avec des pourcentages comme ça a dû lui rappeler des mauvais souvenirs à Chloé Dygert. Mais la première partie de chrono, là, avec la montée, a été très compliquée à gérer pour elle. Pour moi, elle avait un énorme braquet et c'était pas vraiment en souplesse. Alors, elle a essayé de passer un petit peu en force, sauf que je pense que ça n'a pas vraiment bien marché du côté de Chloé Dygert. C'est là où elle prend le retard, hein. Parce qu'après, sur la dernière partie, c'est pas mal, hein, à côté de Zurich. Mais la première partie de course lui a été fatale. Peut-être comme moi, qu'elle ne s'attendait pas à ce que les courses fassent autant d'écart. Mais bon, je pense qu'elle avait repéré le parcours plus que moi, j'espère. Et bon, ça a été compliqué pour elle. Et puis donc Vollering, Grace-Braun, le duel. Assez marrant ce duel entre les deux. Parce que c'est vrai que Grace-Braun part très fort. 6 secondes de mieux que Vollering. Sauf que Vollering inverse la tendance entre le premier et le deuxième intermédiaire. Grace-Braun passe avec 9 secondes de retard à ce moment-là, et elle finit pourtant avec 16 secondes. C'est-à-dire que sur la dernière portion de course, elle a mis une branlée à tout le monde, Grace-Braun. Impressionnante sur la fin de course. Parce que vraiment, Vollering, elle fait pas un petit chrono. Vous voyez, elle met quand même 40 secondes à Chloé Dygert. C'est pas n'importe quoi sur 30 bornes. C'est-à-dire qu'elle met plus d'une seconde de kilo à Chloé Dygert. Oui, mais Grace-Braun a été là sensationnelle. Et cette année, oui, elle fait la même chose que Remco Evenepoel. Elle remporte à la fois le titre de championne du monde, à la fois le titre de championne olympique, et à la fois Liège-Bastogne-Liège aussi du côté de Grace-Braun. Parce qu'il faut se rappeler de cette victoire du côté de Liège-Bastogne-Liège. En fait, à part le chrono des championnats du Tour de France Femmes, et encore à cause d'un problème technique, hein, sur ce chrono qui était très court, eh bien sinon, elle a réussi une dernière année exceptionnelle. Je pense qu'on a rarement eu dans l'histoire des dernières années de carrière. Je rappelle qu'elle prend sa retraite à la fin de l'année. Elle l'a annoncé en plus au mois de juin. Elle a annoncé la fin de sa carrière, hein. On a rarement vu des filles réussir, et même des mecs réussir aussi bien une dernière année de carrière. C'est assez dingue d'avoir réussi à ce point-là sa sortie. On se dit même, c'est regrettable parce que ce maillot doré, ce vélo doré, on ne va pas le voir l'année prochaine. Ce maillot de champion du monde, on ne le verra pas au final sur ses épaules. Elle ne va pas courir avec. Ça mériterait presque qu'elle fasse une saison de plus. Grace-Braun, qu'elle s'arrête peut-être au Down Under, qu'il fasse un contre-la-montre autour de l'Under. Parce que là, c'est vrai qu'on est frustré. Parce que là, c'est presque les dernières courses de sa carrière. Et on ne va pas la voir avec ce beau maillot
de championne du monde, qui était un objectif pour elle. Hein. C'est vrai qu'elle avait fait déjà 2 fois deuxième. Eh bien, elle remporte ce titre de championne du monde, vainqueur de 2 étapes et du Tour de Bretagne aussi, hein, au mois de mai. C'est une année fantastique. Championne d'Australie du chrono également en tout début de saison. Elle part vraiment de manière magnifique. Voilà. Et c'est presque la meilleure saison dans sa carrière, hein, quand vous regardez. Et de toute façon, ses dernières saisons sont les meilleures. Elle s'est bonifiée avec le temps. Voilà, après, elle avait commencé assez tard, hein. Il faut le dire, hein, Grace Brown, hein, professionnelle à partir de 2018-2019 surtout. Mais elle a fini voilà, sur les chapeaux de roue sa carrière. Donc chapeau, voilà, chapeau Madame Grace Brown. Et pour une fille qui a eu une carrière aussi courte, réussir à avoir 25 victoires et autant de résultats importants, c'est quand même à souligner. C'était pas si évident que ça. Donc bravo Madame Grace Brown. Et puis on espère un titre de champion du monde du relais mix. Parce que là, ça serait aussi pas mal du côté de Grace Brown et du côté de l'Australie qui, déjà, ça fait depuis plusieurs saisons qui font des efforts quand même sur cette discipline-là. On regarde pour finir vraiment rapidement le classement des jeunes, des moins de 23 ans, le classement de la catégorie Espoir. Donc c'est Niedermayer qui s'impose devant Jasmine Lichty pour la Suisse et Julie Deville-deux, 3e. Mais vous voyez, hein, Niedermayer est la seule qui a été en mesure de se battre avec les meilleurs concurrents parce que les autres sont à plus de 2 minutes. Les écarts sont quand même assez importants du côté de cette catégorie Espoir. Et comme je dis toujours, c'est compliqué de passer de Espoir à Élite, notamment du côté du contre-la-montre où ça vient plutôt avec l'expérience. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Nous, on se retrouve demain. Demain, il y aura le Tour du Luxembourg. Il y aura également le débrief des chronos des juniors. Et puis, peut-être qu'on parlera aussi un petit peu handisport demain. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et ciao, ciao sur l'Amérique Production.